Les gars, est-ce que vous saviez qu'en 2024, 64% des enfants noirs aux États-Unis ont grandi sans père, contre seulement 20% chez les enfants blancs? Cette vidéo est une première vidéo d'une série de 2 vidéos dans laquelle j'ai envie de revenir sur la baby mama culture. Dans celle-ci, on va vraiment se concentrer sur l'origine de cette désintégration de la famille afro-américaine aux États-Unis. Ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on parlera de comment la baby mama culture arrive également en France. Alors, que s'est-il passé aux États-Unis? Que s'est-il passé pour que, en l'espace de 50, 60 ans, les familles afro-américaines soient littéralement détruites? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter loin dans l'histoire. « 250 ans. Pendant 250 ans, la cellule familiale noire n'a pas pu exister. En effet, l'époque de l'esclavage se caractérise notamment par la désintégration volontaire des liens familiaux. Pendant plus de 2 siècles, les familles noires sont détruites. Le système esclavagiste s'est appuyé sur la désorganisation des liens familiaux pour asseoir sa domination. Les couples sont séparés et les enfants sont vendus. Les femmes noires sont réduites à l'état de reproductrices et sont donc forcées d'enfanter toujours plus pour fournir de la main-d'œuvre gratuite. Ensuite arrive la reconstruction. Durant cette période, l'esclavage est officiellement aboli avec le 13e amendement. De nombreuses familles noires vont tenter de se reconstituer, mais très vite, les États du Sud ont adopté les Black Codes. En gros, ce sont des lois raciales restrictives qui visent à limiter la liberté des Noirs avec l'objectif de maintenir la suprématie blanche et maintenir les Noirs dans un état de quasi-esclavage. On va avoir des lois qui interdisent certains métiers aux Noirs, qui les forçaient à signer des contrats de travail sous peine d'arrestation et restreignaient leur mobilité. Ça va être par exemple le cas des lois de vagabondage qui permettent d'emprisonner tout Noir sans emploi, y compris des pères cherchant du travail. On va donc avoir beaucoup d'hommes noirs qui furent ainsi arrêtés puis contraints au travail forcé, de sorte que plusieurs pères de famille se sont retrouvés séparés de leur famille. Mais le pire restait à venir. Dès 1877, les lois Jim Crow sont appliquées notamment dans les États du Sud. Le but étant de légaliser la ségrégation raciale. Les Noirs furent relégués à des emplois sous-payés, à des écoles de qualité inférieure et à des logements précaires. La pauvreté chronique est le quotidien de plusieurs familles, tout cela s'accompagnant d'une terreur raciste, qui se caractérise par des lynchages, des agressions de tout type, des incendies, des attaques de familles entières. Le but étant d'empêcher toute forme d'affirmation sociale ou économique des personnes noires, afin de maintenir la suprématie blanche. Ainsi, durant cette période, les hommes noirs sont tués, mutilés, pendus. Les principales cibles sont ceux qui osaient s'affirmer. Ça va notamment être le cas des vétérans de la Première Guerre mondiale. Cette situation rendait la stabilité familiale donc difficile, notamment pour les hommes, privés d'autorité sociale et économique. Mais voilà, les hommes souvent menacés finissaient par disparaître. Certains sous les coups de la violence, d'autres partaient en exil. Il faut donc voir que pendant à peu près 3 siècles, la famille afro-américaine n'a pas pu vraiment exister. Et donc elle n'a pas pu se construire, se consolider, de sorte à s'imprégner suffisamment dans les mœurs. Ce qui explique aussi pourquoi, avec les difficultés auxquelles cette communauté devra faire face dans le futur, la famille va littéralement exploser. Entre 1900 et 1970, plus de 6 millions d'Afro-Américains ont quitté le Sud pour rejoindre les villes industrielles du Nord et de l'Ouest. Donc ça va être Chicago, Détroit, New York ou Los Angeles. Ils fuyaient ainsi la ségrégation et la pauvreté. Et ils vont donc atterrir dans des usines qui offraient autrefois des emplois syndiqués, accessibles sans diplôme universitaire, avec des salaires suffisants pour faire vivre une famille. Là vous vous dites, ah, enfin les choses s'arrangent, mais malheureusement, les bonnes choses ne vont pas durer très longtemps. À partir des années 70, de nombreuses grandes villes industrielles américaines ont connu une désindustrialisation massive. Une désindustrialisation qui se traduit par des délocalisations et donc des fermetures d'usines. Leur disparition a laissé des millions d'Afro-Américains sans emploi et donc précaires. Beaucoup se sont retrouvés piégés dans les quartiers où le tissu économique s'était effondré. On assiste alors à un effondrement de la classe ouvrière noire, des taux de chômage records dans cette communauté. Dans certaines villes comme Détroit, le taux de chômage des jeunes hommes noirs dépassait 40% dans les années 80. Les hommes noirs sont alors perçus comme des partenaires moins soutenants financièrement. En plus, certains se sont tournés vers l'économie informelle, ce qui a exacerbé des tensions familiales et donc certains couples se sont effondrés. Le truc, c'est que face à la perte d'emplois massifs et la hausse de la pauvreté de façon générale, beaucoup de familles afro-américaines vont demander en fait l'aide publique. Le programme AFDC, ou Aid to Families with Dependent Children, instauré en 1935 dans le cadre du New Deal, visait à garantir une aide financière mensuelle aux familles à faible revenu ayant des enfants à charge. Pendant plusieurs décennies, cette aide concernait majoritairement les femmes blanches, veuves ou abandonnées. Et l'aide publique qui autrefois bénéficiait beaucoup principalement aux blancs, et ben on a commencé à avoir de plus en plus de noirs qui ont commencé à en bénéficier. Et ça va pas du tout plaire.
Et donc les familles afro-américaines vont être de plus en plus stigmatisées. Ces aides publiques seront ensuite utilisées comme outils de destruction des familles. Les bénéficiaires noirs de l'aide sociale sont alors dépeints comme des profiteurs du système, paresseux, irresponsables et indifférents à la valeur travail. Cette stigmatisation atteint son apogée à travers la figure de la welfare queen, popularisée par Ronald Reagan. Cette figure raciste représente la femme noire comme étant mère célibataire, multipliant des enfants et les fraudes pour vivre dans l'oisiveté aux frais de l'État. Ce mythe a permis de légitimer les coupes budgétaires et le durcissement dans les programmes sociaux. Cela a permis également à criminaliser la pauvreté noire et détourner l'attention des véritables causes structurelles du déclin économique comme la désindustrialisation, la ségrégation urbaine ou les discriminations systémiques vécues par les populations noires. Et c'est précisément le durcissement de ces règles qui va faire que la monoparentalité va exploser, en particulier chez les populations noires. Une femme devait vivre sans homme dans le foyer, au risque de perdre l'allocation. Autrement dit, la présence d'un conjoint, d'un compagnon, d'un homme adulte perçu comme un père potentiel était assez pour suspendre les aides, même si l'homme en question n'était ni marié à la mère, ni en mesure d'apporter un réel soutien financier. Pour appliquer cette règle, les assistantes sociales, souvent blanches, étaient autorisées à effectuer des visites surprises, y compris en soirée. Le but était de vérifier l'absence d'un homme dans la maison. Les pratiques pouvaient être de rentrer dans la chambre, retourner le lit, ouvrir les meubles, les placards, à la recherche de tout accessoire qui indiquerait la présence d'un homme dans la maison. Alors évidemment, c'était les foyers noirs qui étaient principalement visés. Oh, quelle surprise! Et là, je sais que vous pouvez vous dire, mais ils n'avaient qu'à pas accepter l'aide. Il faut garder en tête que dans ces années-là, ça faisait même pas 20-30 ans qu'il n'y avait plus la ségrégation. Donc le racisme était encore très très présent. Perdre son boulot, c'était vraiment risquer de ne quasiment pas en retrouver. Surtout qu'il y a également un contexte économique, c'est à ce moment-là qu'il y a également les crises, les chocs pétroliers, qui font qu'il y a eu une crise, et en plus de ça, il y a eu la désindustrialisation. Donc tous ces phénomènes font que beaucoup de familles noires dépendaient des aides sociales pour pouvoir survivre. Et donc ça a donné lieu à des pères qui allaient s'absenter eux-mêmes de leur propre volonté du foyer, ou des mères qui pouvaient être incitées à se séparer de leurs compagnons. D'ailleurs, il faut voir que c'est aussi à ce moment-là qu'on a la hausse des foyers monoparentaux chez les Blancs, mais certainement pas dans les mêmes proportions que dans les foyers noirs, qui pour le coup étaient beaucoup plus vulnérables. Ainsi, on voit que c'est à partir des années 70 et 80 que le nombre d'enfants noirs nés dans les familles monoparentales dépasse 30%. Et là, vous vous dites qu'ils sont peut-être au bout de leur surprise, mais pas du tout. C'est vraiment dans les années 90 qu'on a une explosion de foyers monoparentaux chez les Noirs. On passe ainsi d'environ 30% d'enfants noirs nés dans une famille monoparentale à environ 55% dans les années 90. Il est aussi intéressant de remarquer qu'il y a également cette hausse pour la population blanche, mais dans de moindres proportions. Mais alors, que s'est-il passé? Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, il y a eu la désindustrialisation. En plus de ça, on coupe les aides. Tout est fait pour que les Noirs puissent pas toucher les aides. Il se passe qu'à ce moment-là, il y a eu plusieurs phénomènes qui font que la farine est arrivée aux États-Unis. Face à un tel désespoir, beaucoup de personnes se sont enfermées dans la consommation de farine pour échapper à leur réalité. Et puis, il y a d'autres personnes qui se sont mis à en vendre. Et là, le gouvernement américain a trouvé une nouvelle occasion de taper sur du noir. Ok, je vais éviter de me faire censurer par YouTube, donc pour parler de ça, je dirais la farine. Pour parler de ça, je dirais le C. Et pour parler de ça, je dirais le C blanc. Les années 80 à 2000 sont marquées par la guerre contre la farine et l'incarcération de masse. La guerre contre la farine a d'abord été initiée dans les années 70 aux États-Unis par Nixon. C'était officiellement destiné à lutter contre l'usage et le trafic de farine. Cette politique s'est durcie dans les années 80 sous Reagan et dans les années 90 sous Clinton. Officiellement, c'est la guerre contre la farine. Une guerre à la fois médiatique, politique et judiciaire. Mais en réalité, ces politiques ont servi à criminaliser massivement les Noirs. Le but étant évidemment de ne pas s'attaquer aux causes profondes de la consommation de farine et du trafic de farine, à savoir la pauvreté, l'exclusion et la discrimination. Des lois très répressives sont votées. La possession de C, plutôt associée aux Noirs, pauvres, est beaucoup plus lourdement sanctionnée que celle du C en poudre, associée aux Blancs et à des milieux plutôt aisés. Par exemple, la loi punit la possession de 5 grammes de C par une peine minimale de 5 ans de prison, alors qu'il fallait 500 grammes de C en poudre pour encourir la même peine. Ça veut dire qu'il fallait 100 fois plus de grammes de C en poudre pour encourir la même peine que 5 grammes de C. Il n'est donc pas surprenant de voir que
la majorité des personnes emprisonnées pour trafic ou consommation de farine sont les hommes noirs. Il faut voir que les sanctions sont généralement plus sévères pour les hommes noirs, de sorte que pour les mêmes crimes, ils sont condamnés en moyenne à des peines 19,1% plus longues par rapport aux peines des hommes blancs. Ainsi, en 1970, environ 300 000 personnes étaient incarcérées aux États-Unis. Et ben vous savez quoi, en 2000, ce chiffre a explosé à presque 2 millions de personnes détenues. Une augmentation de 500% en 30 ans. On a donc des hommes noirs qui sont plus souvent et plus sévèrement sanctionnés. La combinaison de ces deux facteurs font que le nombre de personnes noires en prison a explosé. Ils représentent aujourd'hui 33% des prisonniers alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Et c'est comme ça que c'est dans les années 90 qu'on atteint le pic d'enfants noirs ayant grandi sans père. Et là, je vous donne les estimations les plus faibles, les plus basses. Donc, on a environ 50%, donc un enfant sur deux qui a grandi sans un père dans le foyer. Mais voilà, depuis 1990, le chiffre semble tourner aux alentours de 50% et aujourd'hui, on estime que c'est environ 64%. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est pas arrêté? Eh bien, parce que tout simplement, les politiques de lutte contre la drogue ne se sont pas totalement stoppées. En effet, certaines lois ont été réformées partiellement, mais l'héritage de la guerre contre la farine reste encore très présent dans le système judiciaire américain, de sorte que les incarcérations demeurent massives, le profilage racial continue, les peines lourdes sont appliquées pour des délits mineurs et il y a un biais structurel qui touche proportionnellement les hommes noirs, en gros le racisme systémique. Il y a deux grandes conséquences à tout cet acharnement sur les familles afro-américaines. Premièrement, on a la désintégration de la cellule familiale, avec une explosion d'enfants qui naissent hors mariage, qui naissent sans père, de sorte qu'aujourd'hui on estime qu'ils représentent entre 64 et 70% des enfants noirs en 2024. Le deuxième effet, donc qu'on ne voit pas, c'est le maintien dans la pauvreté via la monoparentalité précaire, qui semble se transmettre génération après génération. Tout commence souvent par une situation de monoparentalité isolée, dans laquelle un seul parent va porter toute la charge du foyer. Que ce soit la charge affective, éducative, logistique, économique, sans réel soutien, ce parent se retrouve rapidement confronté à une charge mentale écrasante, une pression financière, ainsi qu'un manque de temps. Et alors la précarité s'installe, parce que le parent doit jongler entre différentes factures d'un côté, et en plus de ça, il faut éduquer l'enfant, faut accompagner l'enfant, le soigner, le faire garder, et cela conduit à une instabilité, une indisponibilité émotionnelle. L'enfant grandit alors dans cet environnement, il cumule des fragilités éducatives, donc moins d'encadrement, moins de suivi, des fragilités affectives, le parent est surchargé, peu disponible émotionnellement, et des fragilités sociales, ça va être le fait de ne pas avoir de réseau, d'être isolé, d'être stigmatisé. Cela va fortement impacter sa réussite scolaire, son estime de soi et sa capacité à se projeter dans l'avenir. Et lorsque cet enfant deviendra adulte, il entre dans la vie donc sans un sou, sans modèle alternatif, c'est-à-dire que il a intégré le mode de vie dans lequel il a vécu. Donc pour lui, la monoparentalité devient la norme et la précarité aussi. Beaucoup vont donc reproduire le schéma. Et souvent, beaucoup vont tomber eux aussi dans la monoparentalité et qui plus est dans une parentalité précoce. Et c'est comme ça que la boucle est bouclée parce que la monoparentalité isolée conduit à quoi? La précarité. De génération en génération, on va avoir des individus qui vont transmettre ce schéma qui maintient dans la pauvreté. De sorte qu'aujourd'hui, on assiste à une normalisation des foyers monoparentaux aux États-Unis. Alors que des générations de femmes ont subi cette situation comme un fardeau. Comment expliquer que ce modèle soit aujourd'hui mis en avant? Comment en arrive-t-on à une forme de glamourisation? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.